Bonjour à tous. Moi aujourd'hui je vais aussi vous parler des interactions, mais cette fois-ci écologiques, entre la forêt, la faune, les acariens vecteurs de pathogènes, pour mieux comprendre les risques pour la santé humaine. Oups. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? Principalement du sujet de ma thèse. Donc moi je suis en 3e année maintenant avec AgroSup à Londres, juste à côté. Et en fait, j'étudie l'impact des dynamiques forestières sur le risque de maladies transmises par des acariens en France et en Thaïlande. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en France, je vais principalement étudier la maladie de Lyme transmise par les tiques. Et en Thaïlande, j'ai une maladie qui s'appelle le typhus des broussailles et qui est transmise aussi par un acarien, mais qui n'est pas une tique, beaucoup plus petit et qui s'appelle un aouta, on va dire, dans le langage commun. Donc, l'impact des dynamiques forestières sur les maladies acariens. Quelles interactions là-dedans? La question peut paraître un peu étrange. Et pour explorer tout ça, je vais me servir d'un cas d'étude très précis que j'ai développé dans ma thèse. Et on se servira de ça pour réfléchir un petit peu où sont les interactions dans ce cas précis. Donc on va laisser tomber de côté la France et on va voyager un peu en allant en Thaïlande. Hop. Donc qu'est-ce que le typhus des broussailles? Donc c'est une maladie qu'on appelle zoonotique vectorielle. Alors pourquoi? Parce que, déjà une maladie transmise par un pathogène. Dans notre cas là, c'est une bactérie qui s'appelle Orientia tsutsugamushi. Zoonotique parce que la bactérie est présente chez les animaux et chez les hommes, donc transmission d'animaux à humains. Et vectorielle, parce qu'une transmission, mettons directement d'un rongeur ou d'un oiseau à un homme, à un humain, n'est pas possible. Pour qu'il y ait transmission de cette bactérie, il nous faut une étape supplémentaire, c'est le vecteur. Donc vectoriel. Donc dans notre cas, le vecteur, c'est cet aouta qu'on appelle Leptotrombidium. Il est peu sélectif, c'est-à-dire qu'il va pouvoir se nourrir sur tout type d'animaux qu'on appelle hôtes. Et il faut savoir que lui est réservoir également. Ça veut dire qu'il contient également la bactérie. Donc les hôtes, ils ne contractent pas tous la bactérie. Certains organismes sont plus compétents avec la bactérie, on va dire, que d'autres. Et on sait dans ce cas-là que les petits rongeurs sont les hôtes les plus importants pour le maintien et la transmission de la bactérie. Donc, quel risque pour la santé humaine? Ici, je vous ai remis quelques chiffres sur le typhus des broussailles pour que vous sachiez un petit peu mieux de quoi on parle. On sait que dans le monde, il y a 1 milliard de personnes qui sont potentiellement à risque pour cette maladie. On a 1 million de cas humains chaque année. Et on est autour d'une mortalité d'environ 6% si ce n'est pas traité. Et on arrive à descendre à 1,4% avec un traitement antibiotique. Et on sait aussi que la population la plus affectée, ce sont les fermiers ou les personnes qui vivent près des zones rurales en fait, ou des forêts. Donc en termes de symptômes, cette maladie elle est pas mal à étudier parce qu'elle se diagnostique normalement facilement. Quand on est mordu par un aouta qui portait le pathogène, on va retrouver sur le corps cette sorte d'escarre là, assez facile à diagnostiquer. On a aussi des états grippaux, des fièvres, maux de tête, nausées, etc. Et si vous n'avez jamais entendu parler de cette maladie-là, c'est normal, parce qu'on ne la retrouve pas en France encore. On sait qu'on retrouve la bactérie dans l'environnement, mais on n'a pas vraiment de cas de transmission. En revanche, cette maladie, elle est extrêmement présente dans cette partie du monde, ce qu'on appelle le Tsutsugamushi Triangle. Alors, comment s'en prémunir? Donc, pour réfléchir à ça, je vais vous parler un petit peu de risque. Le risque, c'est quoi? Pour avoir du risque, il nous faut un danger, une exposition et une vulnérabilité. Donc, pour décortiquer un petit peu ça, un danger, c'est si vous allez à un endroit et que vous n'avez pas de vecteur ou pas de pathogène, il n'y a pas de danger. Vous ne risquez pas d'attraper la maladie, quoi qu'il en soit. Donc, mettons que vous avez un endroit avec un vecteur et un pathogène. Donc, ici, il y a du danger.
En revanche, s'il n'y a personne qui vient jamais, pas d'exposition, pas de risque de maladie. Donc mettons, c'est un endroit cette fois-ci qui est couru et les gens se randonnent dans cette zone-là. Donc il y a exposition. Ensuite, est-ce que ces gens sont vulnérables à cette maladie? C'est-à-dire, est-ce que, mettons, ils peuvent être vaccinés ou alors avoir une immunité innée? Dans ce cas-là, il n'y a pas de risque non plus, parce que la bactérie peut très bien essayer de rentrer dans leur corps, ça ne va pas provoquer de maladie a posteriori. Donc, pour avoir un risque, il nous faut les 3 composantes. Et nous, dans ce cas-là, on réfléchit à comment faire baisser ce risque. On peut jouer sur la vulnérabilité, donc par le biais de vaccins éventuellement à développer, par le biais de traitements. Alors ces biais-là, ils fonctionnent. Comme on a vu, on passe de 6% de mortalité à 1,4, donc c'est pas rien. On n'a pas encore de vaccin pour la maladie, en revanche, et c'est souvent quand même des moyens qui sont assez coûteux. On peut aussi jouer sur l'exposition. Donc ça, c'est surtout tout ce qui va être mesures de protection personnelle. Par exemple, en France, on va réfléchir sur le cas d'éthique que vous connaissez peut-être un peu plus. Il existe des répulsifs attiques que vous pouvez mettre quand vous savez que vous allez dans une forêt. Donc ça fait partie de moyens de protection personnelle pour réduire l'exposition. Vous pouvez aussi avoir des tenues adaptées, c'est-à-dire des manches longues, des pantalons longs, rentrer dans les chaussettes, etc., pour éviter de vous faire mordre. Et enfin, on peut aussi imaginer des campagnes de santé publique où, en hiver, typiquement, vous aurez très peu de chances de vous faire mordre par un vecteur. En revanche, printemps, quand il recommence à faire un peu chaud, c'est là où est la période de risque. Donc en avertissant les gens, ils peuvent éviter d'aller dans telle zone au moment du risque. Et enfin, on peut aussi essayer de réduire le danger, donc avec des mesures de protection environnementale cette fois-ci. Donc pour l'instant, il en existe 2. Ça va être la dispersion d'acaricides directement dans l'environnement cette fois-ci, ou la modification de l'habitat pour faire en sorte qu'il y ait moins de vecteurs dans cette zone-là. Donc, bon, acaricides, vous imaginez que l'impact est peut-être pas ouf sur le reste de la biodiversité. Donc, est-ce que c'est une bonne solution? Peut-être pas. Et modification de l'habitat, en fait, c'est difficile à faire. On a très peu de travaux sur le vecteur que j'étudie, en l'occurrence, et en général, ce sont des mesures qui sont difficilement généralisables. On ne va pas pouvoir avoir une recette universelle et l'appliquer de partout. Donc, ça demande de réfléchir un peu. Et moi, c'est tout l'enjeu de ma thèse, c'est d'essayer de, par une approche intégrée, c'est-à-dire en s'intéressant directement à l'écologie du vecteur, voir comment on peut réduire le risque. Donc, en disant cela, moi, je me place dans une approche qu'on appelle One Health, ou une seule santé ou santé unique. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui en ont entendu parler. Ouais, un petit peu, ok. Pour les autres, en fait, c'est une notion qui a déjà quelques années, qui dit qu'un être humain ne peut pas être en bonne santé si on n'a pas à côté un écosystème qui est en bonne santé et des animaux qui sont en bonne santé. Toutes les santés sont en synergie. Donc, pour faire ça, vous imaginez qu'on a besoin de plusieurs secteurs et disciplines qui travaillent ensemble, santé publique, conservation, vétérinaire, etc., etc. Et moi, dans ce cadre-là, je me place en écologie de la santé. C'est ma petite pierre à l'édifice. Donc l'écologie de la santé, c'est littéralement l'étude écologique des interactions hôtes, pathogènes et dans mon cas vecteurs, dans le contexte de leur évolution et environnement. Donc j'espère que pour vous maintenant, pourquoi on parle d'interaction fait un peu plus sens. Donc dans notre cas, quelles interactions sont intéressantes? Donc déjà avec les hôtes. Donc ce qu'il faut voir, c'est que notre vecteur, qui est juste ici, notre petit aouta, ça c'est son cycle de vie. C'est-à-dire qu'il va évoluer au fil du temps en différentes formes, dont j'ai remis les noms, mais vous n'êtes pas obligé de les retenir. Et chaque forme va se dérouler par une mue. L'aouta a besoin de muer pour aller à la forme suivante. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'à 99% de son temps,
l'Aouta va vivre dans le sol, en général près des forêts. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Et à 1% de son temps, il va devoir se nourrir sur du coup, un organisme vivant. Donc ça peut être un rat, un oiseau, un humain, pour pouvoir prendre un repas sur cet organisme et compléter son cycle. Donc ça, c'est obligatoire, sinon il ne le complète pas. Donc 99% en mode de vie qu'on appelle édaphique et 1% de mode de vie qu'on appelle ectoparasite. Et c'est pendant ce cycle que le pathogène va se transmettre. Donc dans le cas de notre Aouta, c'est voir si je fais ça, ouais, super. Le pathogène passera de la mère aux œufs si elle est infectée. Et ensuite, le pathogène sera capable de passer à chaque stade, les uns après les autres. Et c'est pendant son repas sur l'hôte qu'il y a risque, parce que c'est là où on va avoir une infection, éventuellement avec un humain. Donc ensuite, quelles interactions avec la forêt? Alors, pourquoi est-ce que moi je m'intéresse aux dynamiques forestières? Donc déjà, on sait que le vecteur, il a des conditions de vie qui sont assez strictes. Il ne va pas pouvoir se retrouver partout dans le monde. Donc, par exemple, au pôle, on ne va pas le retrouver parce qu'il fait beaucoup trop froid. Il va avoir une tolérance de température assez précise et une tolérance d'humidité aussi, surtout assez précise. Dans ce sens-là, la forêt, elle fournit des bonnes conditions de vie pour sa survie parce que, de par le microclimat qu'elle va créer localement, on va avoir une température qui est beaucoup plus tamponnée tout au long de l'année, ainsi qu'une humidité. Donc ça, c'est bon pour elle. Ensuite, la forêt abrite aussi les hôtes sur lesquels se nourrissent le vecteur et dont il a besoin pour compléter son cycle. Donc, quelles autres interactions? On sait en fait que la forêt, mondialement, elle bouge beaucoup, et surtout depuis les dernières années. Donc, si on se rapproche, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai montré la zone qui était très touchée par le typhus des broussailles, qui est ce Tsutsugamushi Triangle juste ici. On voit qu'il y a à la fois du couvert forestier stable, mais également du gain, de la perte et des deux. Le taux annuel de changement d'occupation de forêt en Asie du Sud-Est et en Australie, il n'est pas à 0 et ces dernières années, il a été très changeant. Nous, dans la littérature, on a identifié 4 dynamiques forestières qui peuvent avoir un impact sur la présence du vecteur et de ses hôtes. Et du coup, ces dynamiques sont d'une part la reforestation, donc je pense que tout le monde voit ce que c'est, quand on n'avait pas de forêt avant et qu'on se retrouve avec un nouveau couvert. La fragmentation, donc quand on avait un grand patch de forêt qui s'est découpé en plein de petites parties du coup fragmentées. La déforestation, donc quand on avait une grande forêt puis qu'on n'a plus rien. Et la conversion qui est un peu plus, peut-être moins intuitive à comprendre, c'est quand on avait une forêt, on va dire spontanée, naturelle, et qu'on passe par exemple à une plantation commerciale. Donc on a encore des arbres, ok, mais écologiquement parlant, on n'a pas le même fonctionnement. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur cette maladie, le typhus du broussaille et son vecteur, l'Aouta? Pour savoir ça, j'ai fait au début de ma thèse une revue de littérature avec comme question « Que dit la littérature sur les dynamiques forestières et les maladies à acariens ?» Donc à ce moment-là, j'avais les tiques et les Aouta. Et déjà, ce qu'on peut dire, c'est que les Aouta, ils sont très peu étudiés. J'avais 5% uniquement de mes articles qui traitaient spécifiquement d'eux. Et en termes de distribution de pathogènes étudiés dans mes articles, Orientia, la bactérie responsable du typhus des broussailles, elle arrive qu'en 6e position, avec 4% de part. Donc c'est très très peu. En revanche, ce qu'on sait un peu mieux, c'est quelles variables forestières étaient d'intérêt pour moduler ce risque de maladie. Donc la première variable liée à la forêt qu'on a étudiée, c'est la surface. Grande surface, petite surface, qui peut impacter du coup la présence du vecteur. Mais on avait aussi d'autres variables, comme tout ce qui va être de la configuration. Donc là, je vais vous essayer de vous donner des exemples très simples. Est-ce que les patchs de forêt sont bien connectés entre eux? Est-ce qu'on a la présence de ce qu'on appelle écotones ou lisières, donc ces zones d'interface qui délimitent la forêt et un espace non forestier?
et combien on a de patchs et de quelle taille sont-ils. On a aussi des éléments de structure. Est-ce que tous les arbres ont la même taille ou est-ce qu'on a un étagement un peu plus complexe? Quel âge ont les arbres? On a de la composition. Quelles espèces sont présentes? Y a-t-il une litière? Et enfin, on a de la fonctionnalité. Y a-t-il de la ressource alimentaire pour les hôtes? Y a-t-il des habitats pour les hôtes ou les vecteurs? Donc, toute cette littérature nous a fait dire que, bon, on sait que les milieux qu'on appelle écotones, justement, qui sont à l'interface entre notre grande forêt, là, bien mature, bien touffue, et des zones non forestières, ces zones-là, on sait qu'elles sont en général favorables pour les vecteurs. En revanche, qu'est-ce qui se passe au cœur de la forêt? Ça, on n'en sait pas. Et surtout, quel est le rôle des dynamiques forestières sur l'évolution du risque de cette maladie? Donc, où est-ce qu'on va aller chercher la réponse? Eh bien, autant se mettre en plein milieu du Tsutsugamushi Triangle et aller en Thaïlande, un des pays les plus touchés par la maladie. Et on est plus précisément allé se mettre dans le nord du pays, là où on a en fait le plus de cas, quoi. Donc, on est allé dans la province de Nan et on a regardé les humains, le nombre de cas humains qu'on avait par village. Et ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'en fonction des villages sur cette petite zone, on n'a pas du tout la même chose. On va avoir beaucoup plus d'infections dans les zones montagneuses et rurales comparé à la vallée, qui est juste ici et qui est quand même beaucoup plus urbanisée. Et ce qu'on sait aussi, c'est que le nombre de cas de typhus dans cette province-là et aussi à l'échelle de toute la Thaïlande, il a augmenté en fait, d'année en année. Ensuite, comment on va trouver la réponse? Donc, je vous redonne la question. Quel est l'impact du couvert du sol et de son évolution sur le risque de transmission de typhus des broussailles? Donc, pour répondre à cette question, l'idée, c'était de se dire, sur une zone, où est mon habitat qui est favorable au vecteur? Il est ici. OK. Ensuite, pour que je puisse aussi avoir une infection, il me faut des hôtes pour que le vecteur puisse compléter son cycle. Donc, où sont mes hôtes? Où sont mes habitats favorables à l'hôte? Ici, on a des bonnes conditions. OK. Donc, si on cumule les deux, on se retrouve avec une zone qui est potentiellement à risque pour l'humain s'il se retrouve ici. Donc nous, on est parti de cette réflexion-là et à partir de ça, on a construit nos hypothèses en disant on sait que on pense que les couverts boisés vont augmenter le risque, mais on pense aussi que les changements de couverts, en créant ces écotones justement, vont aussi augmenter le risque. Donc pour faire ce genre de modèle, vous voyez avec plein d'interactions, plein de couches à combiner, il nous faut soit des données de très bonne qualité sur la position du vecteur dans l'environnement, soit des données de très bonne qualité sur ses conditions de vie, c'est-à-dire savoir exactement à quelle température il est bien, à quelle température il va pas très bien, quoi. Or, on n'a pas ces données-là. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On s'intéresse directement au cas humain et on regarde où sont les zones les plus infectées pour en déduire quels sont les habitats qui sont à risque en fait pour le typhus des broussailles. Donc ça simplifie un peu le modèle, mais l'idée des interactions qui est derrière est le même. Alors que faire? Je ne vais pas trop vous embêter avec tout ça, juste vous dire que ça demande beaucoup de données et de natures différentes pour arriver à trouver ça. Donc ici j'ai remis toutes les données qu'on avait. On avait des données qui venaient du gouvernement thaïlandais sur le nombre de cas présents dans chaque village, cas humain, l'année de déclaration, le nombre d'hommes, le nombre de femmes, la position des villages. On avait du coup à partir de ces villages, qui sont recensés sur cette carte de la province de Nan, calculé autour de chaque village, dans une zone tampon, bon là c'était 2,5 km autour de chaque village, les couverts du sol. Donc, est-ce que c'était de la terre cultivée, de la prairie, de la terre irriguée? On avait également mosaïque, donc mosaïque forêt assez clairsemée, on va dire, du couvert forestier de feuillus, du couvert de conifères, tout ce qui va être broussailles,
zone urbaine et eau. Donc on a récupéré tous ces types de couverts du sol pour chaque village. On a calculé leur surface dans cette petite zone autour de chaque village. On a également calculé les changements de couverts qui étaient apparus sur une période de temps entre 2003 et 2019. Donc c'est-à-dire, on a estimé la surface de zones qui étaient passées de broussailles à forêt de feuillus, par exemple. Et on a fait ça pour tous les changements de couverts qu'on avait eu sur cette période-là. Donc on avait ça aussi. Et enfin, on avait des données de topographie, à savoir l'altitude, la pente, tout ce qui pouvait influencer le nombre de cas humains, finalement, qu'on retrouvait. Comment faire pour traiter tout ça? Avec notre petit cerveau, ce serait bien compliqué. Donc pour ça, on se sert d'un modèle statistique. Nous, on a pris le GAM. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est un modèle qui nous permet de dire, avec toutes les variables que je te donne, sors-moi celles qui sont intéressantes et montre-moi comment elles font évoluer le nombre de cas. Et ça nous permet d'avoir des relations entre les deux qui ne sont pas forcément linéaires. Donc ça, c'est intéressant. Alors, quels étaient nos résultats? Déjà, quelle était l'évolution du couvert du sol dans la province de Nan? Donc, ce qu'on peut voir sur la carte, ici, ça a été tous les lieux où on a eu du changement de couvert, donc assez fragmenté. Et qu'est-ce qui s'est passé globalement? On a perdu en broussailles pour gagner en mosaïque, en terre cultivée, en forêt de feuillus et un petit peu en prairie. Voilà ce qui s'est passé sur notre période de temps. Ensuite, quels résultats? Quelles variables font évoluer nos cas humains? Alors, ne prenez pas peur. Ça, c'est les résultats que nous donne ce modèle statistique et je vais vous expliquer ça sur juste des exemples qui vont nous intéresser. Déjà, le modèle, il nous a dit ton nombre de cas humains par village, il est influencé par déjà l'année, les cultures qui ne sont pas irriguées, les mosaïques, les forêts de feuillus, les broussailles, les forêts de conifères, la position du village, le nombre d'hommes par village et l'altitude du village. Donc tout ça avait une importance. Ensuite, comment on lit les faits? Mettons par exemple mosaïque en haut. Ici, vous avez comme la surface de mosaïque qui va être présente autour du village. Et en ordonnée, vous avez l'effet que ça va avoir sur le nombre de cas humains. Donc plus vous êtes haut, plus ça va augmenter le nombre de cas humains. Plus vous êtes bas, plus ça va le diminuer. Voilà comment il faut lire ça. Ce qui veut dire que plus on a de mosaïque, plus on va avoir de cas humains. Plus on a de broussailles juste ici, plus on va avoir de cas humains ici. Jusqu'ici, on était content parce que ça, c'est dans la bibliographie. Donc on retrouve la même chose, c'est assez cool. En revanche, ce qui est intéressant, c'est ici. Vous avez la forêt de feuillus. Qu'est-ce qu'on observe? Une forme un petit peu en cloche, comme ça. Donc ça veut dire que si vous avez peu de forêt, peu de risques. Si vous avez beaucoup de forêt, peu de risques. Si vous êtes à un niveau un peu intermédiaire, là, ça peut craindre un peu plus, quoi. Forêt de conifères, on n'a pas du tout trouvé la même chose. Forêt de conifères, ça a plutôt un effet protecteur. Donc ça veut dire que peut-être que pour le vecteur ou les autres présents, c'est pas le bon habitat, quoi. On a fait exactement la même chose sur nos changements de couverts. Donc cette fois-ci, on ne regarde plus en statique, on regarde, mais est-ce que ces couverts-là, ils ont évolué au cours du temps? Quels sont leurs impacts sur le nombre de cas humains? Donc là, je vais juste vous embêter avec deux des résultats, à savoir la forêt stable et la transition de broussailles à forêt. Là, c'est intéressant parce que tout à l'heure, on avait vu que la forêt de feuillus stable, elle avait une relation plutôt en cloche. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on observe? En fait, la forêt qui est restée stable, elle n'est pas vraiment très significative. Et en plus, elle a une tendance qui va plus être protectrice. Donc en fait, si elle est restée stable, elle n'est plus trop à risque, quoi. En revanche, si c'est une forêt qui est apparue entre 2003 et 2019, toute jeune, là, on retrouve un peu notre forme de cloche. Donc pourquoi est-ce qu'on a trouvé ça et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a plusieurs pistes d'exploration que je veux voir avec vous. Premièrement, l'effet de dilution. Est-ce que vous en avez entendu parler?
Ouais, ça c'est peut-être un peu plus de niche. Donc, l'effet de dilution, c'est de se dire, ça a beaucoup été théorisé pour la maladie de Lyme et la tique. Donc, j'ai repris des illustrations de ces processus écologiques-là, mais ça fonctionne à peu près pareil sur toutes les autres maladies. Je vous ai dit au début, notre pathogène, il se trouve chez nos communautés animales, chez le vecteur, et il est transmis d'un animal à un autre par le vecteur. Okay ? Il y a des animaux qui sont beaucoup plus compatibles avec le pathogène que d'autres. C'est le cas par exemple du rongeur, souvent. Le rongeur va porter énormément de pathogènes en lui. Donc, si jamais on se retrouve dans une situation où dans notre habitat, on n'a que des rongeurs, la tique, elle va se nourrir sur que des rongeurs. Et elle va transmettre potentiellement énormément de pathogènes. Fait que dans l'environnement, on aura beaucoup plus de pathogènes que si on avait une communauté d'animaux beaucoup plus diversifiée. Ici, le pathogène ne se retrouve pas, donc de la maladie de Lyme, mettons, on sait qu'il ne se retrouve pas chez tout ce qui va être cervidé, donc par exemple chevreuil, cerf, etc. Donc si on a des cervidés dans l'environnement, en plus de nos rongeurs, la tique ne va pas différencier et va potentiellement aller se nourrir sur des animaux qui ne portent pas la bactérie. Et ainsi, diminuer la pression, diminuer la présence de pathogènes dans l'environnement. Donc la composition des hôtes peut faire varier le danger. Nous, dans notre cas, on se retrouve avec des milieux qui changent, quoi. Donc ici, on se place, mettons, donc c'est un gradient. On a une forêt de feuillus avec beaucoup de biodiversité, mettons. Une zone donc, qu'on appelle écotone à l'interface et une forêt qu'on dit très anthropisée, donc c'est-à-dire avec beaucoup de pression humaine. Les animaux qu'on va retrouver dans cette forêt-là ne sont pas du tout les mêmes qu'on retrouve dans ces zones clairsemées ici. Donc en changeant l'environnement, on change les communautés d'hôtes, on crée des zones qui sont perturbées et du coup avec potentiellement un petit peu d'espèces forestières, un petit peu d'espèces généralistes près des hommes, des animaux qui ne devraient pas forcément communiquer entre eux. Et du coup, on brasse, on crée à nouveau des mélanges et on peut éventuellement augmenter le danger et potentiellement le risque si des humains viennent ensuite. Donc pourquoi nous, notre forêt nouvellement créée augmente le risque ? Potentiellement qu'elle est très favorable en fait aux rongeurs, beaucoup plus qu'une forêt mature où il y aurait plus de biodiversité, peut-être des prédateurs. Et du coup, c'est une partie de la réponse. L'autre partie, c'est qu'il faut aussi se remettre dans un contexte tropical. On ne fait pas sa petite balade en forêt comme on fait en France, quoi. Quand on est en forêt mature, c'est dur d'y aller. En revanche, les zones qui sont qui n'étaient pas forcément forestières avant peuvent toujours être parcourues parce que plus facile d'accès. Donc, on augmente l'exposition. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça ? C'est que les couverts boisés augmentent le risque, oui, mais les changements de couverts aussi. Et en limite, j'avais ces deux petites images. Est-ce que vous pouvez me dire la différence ? Les détachements et la hauteur des arbres ? Potentiellement, ouais. Mais je pense, Louis, tu es le seul à l'avoir vu dans la salle. Parce que ça se ressemble quand même assez. En fait, ici, c'est une plantation d'EVA pour la production de caoutchouc. Une seule espèce, rang d'oignon. Ici, c'est une forêt communautaire où il y a de l'enrichissement d'espèces continuellement par les populations locales. Donc, tout type d'arbres, de tout âge possible, avec une énorme biodiversité. Donc, il est possible que ces deux habitats n'ont pas du tout la même valeur écologique pour le vecteur ou pour les hôtes. Et du coup, ne vont pas forcément avoir le même impact sur la maladie. En revanche, nous, nos données, je vous rappelle les petites cartes avant, on a pris des données qui sont issues d'images satellites. Les images satellites, ils voient ça en fait. Et du coup, ça, c'est tous les deux considéré comme de la forêt. Donc, on a besoin d'aller sur le terrain et d'aller voir un peu plus ce qui se passe à l'échelle locale pour vraiment comprendre les mécanismes. Donc, en conclusion, ce que je voulais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que protéger les forêts sur le long terme, ça peut être une mesure gagnante-gagnante en termes de santé publique et d'environnement.
Et que, en réfléchissant à ces interactions, ça nous permet d'identifier les zones à risque. Et je voulais aussi un petit peu plus s'ouvrir sur les interactions. Alors, on les a vues en écologie, mais il y a aussi un enjeu à les créer entre les institutions. Donc, de conservation, de santé publique, de santé humaine, de santé animale, etc. Pour pouvoir parler de ces problèmes et éventuellement atténuer le risque dans le futur. Voilà, si vous avez des questions.